Par exemple, nous, on est la génération qu'on a grandi avec les paroles de leaders. À chaque fois qu'il y avait des événements durs, par exemple, psychologiquement, effrayants, par exemple, si c'est arrivé, c'était les paroles de leaders qui calmaient le peuple, vraiment. Quand il venait, il parlait, le peuple il se calmait, que oui, lui, il a une stratégie, lui, ils savent qu'est-ce qu'il fait, lui, il est en train de prendre soin de tout. Il était comme un père qui savent tout, il voit tout, et il a le pouvoir de soutenir le peuple. Et donc, le peuple était vraiment accroché et était attaché à lui. Salam alaikum wa rahmatullah. Sayed, bienvenue pour ce deuxième épisode. Merci beaucoup, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup pour m'inviter. Dans le premier épisode qu'on a eu ensemble, on a essayé de comprendre comment la guerre a commencé, ou en tout cas comment la crise juste avant la guerre a commencé en Iran. On a d'abord parlé du début des protestations, on a parlé de leurs causes possibles, on a parlé du contexte économique, politique dans lequel ces protestations sont apparues. Puis on a commencé à examiner comment ces manifestations, elles ont progressivement basculé vers des épisodes de violence et comment surtout ces épisodes de violence, ils ont été influencés par des agents extérieurs, par une influence, une manipulation extérieure, un peu à l'image de ce qu'on a connu dans ce qu'on appelle maintenant les révolutions colorées de par le monde. On a parlé du fait que c'était un script qui a été utilisé à maintes reprises, notamment par l'influence de certains services secrets étrangers. Et on a aussi abordé la question des dégâts, des victimes, de la manière dont ces événements ont été racontés en Iran et à l'étranger. Il y a une idée importante qui est ressortie de cette première discussion dans ce premier épisode, c'est que dans les crises politiques modernes, la bataille, elle ne se passe pas uniquement dans la rue, mais elle se passe aussi et surtout dans le récit qui se construit autour de ces événements. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on veut s'intéresser à un des moments clés dans ce récit et dans ces événements. C'est quelques jours après le début des tensions, il y a eu cet appel à une mobilisation massive qui a été lancée, notamment à l'occasion de l'anniversaire de la révolution islamique en Iran. Est-ce qu'on peut commencer par donner un peu de contexte sur ce début de l'anniversaire de la révolution ? Donc, un appel qui a été lancé par le gouvernement et par les forces de sécurité. Oui, donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une des très remarquables caractéristiques de la République islamique d'Iran, c'est que c'est son caractéristique d'être république. Que notre leader Shahid Khamenei aussi, il a vraiment mis l'importance dans cette partie. Dès le début de la révolution, Khomeini rahmatullah alayh a donné la commande que les gens votent pour qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une république islamique? Est-ce qu'ils veulent une république démocratique? Est-ce qu'ils veulent une autre chose? Il y avait 3-4 choix. Donc, dans le début de la révolution, les votes étaient faits et il y avait plus que 90% des gens qui étaient, qui pouvaient voter, qui étaient éligibles pour voter. Ils ont voté et 99,5% ils ont voté pour la République islamique d'Iran. Donc un taux de participation de 90%. De 90%, exactement, 90%. Donc, dès le début, les participations des gens dans les différents, par exemple, les votes pour les gens de parlement, les votes pour le premier ministre, au président, les votes pour toutes les, par exemple, différents partis de gouvernement, les peuples étaient tout le temps présents et parce que en Iran, qu'est-ce qui est vraiment, je pense que c'est une des réalisations de révolution qu'on peut voir aujourd'hui en Iran, c'est la confiance que les gens ils ont par rapport à critiser, par rapport à donner leur opinion, par rapport à suivre les nouvelles
politiques à propos de leur pays. Vous pouvez, quand vous allez en Iran, vous pouvez parler avec une conducteur de taxi ou quelqu'un qui travaille dans le dépanneur ou quelqu'un qui travaille... vraiment des gens qui, par exemple, ils n'ont pas eu des études universitaires ou ils n'ont pas beaucoup de... Ils sont comme illératures, on dit quoi. Illettrés. Illettrés, oui, ils sont illettrés. On peut regarder qu'eux-mêmes, ils suivent les nouvelles, ils donnent leur opinion, ils parlent, ils critiquent. Mais il y a très peu de illettrés en Iran. Non, mais je veux dire, même les illettrés que tu vois, ils ont même engagé dans les choses politiques. C'est juste pour vous dire à quel niveau les gens sont intéressés à propos des situations et ils ont la confiance en eux-mêmes pour être dans le terrain de débat et tout ça. Donc, une des choses que même Shahid Khamenei il a tout le temps dit, c'est la confiance que cette révolution, pas juste a donnée à les Iraniens, il a donné à tous les musulmans au monde. Parce que même avant la révolution, les musulmans qui étaient partout au monde, ils n'avaient pas cette confiance de dire que notre religion, c'est une religion qui peut gouverner. Mais après cette révolution, il y a beaucoup de choses qui changent partout au monde. Même si vous regardez même dans l'Arabie Saoudite ou dans le Qatar ou dans les pays musulmans qui n'ont pas vraiment un gouvernement musulman, mais tu peux voir que les choses ont changé. Ils ont donné plus d'importance, par exemple, à le Kaaba ou le Masjid al-Haram. Ils ont décoré, ils ont investi beaucoup d'argent là, ils ont commencé à... Cette confiance, les musulmans partout au monde était injectée par la révolution qui est arrivée en Iran, parce que maintenant, il y avait un gouvernement qui s'est déclaré comme un gouvernement islamique. Et donc, imaginez qu'est-ce qui est arrivé dans l'esprit des gens dans l'Iran et les Iraniens. Donc, les Iraniens, ils ont, à cause de ce sens de république et sens d'être comptés dans les décisions gouvernementales, et ils sont toujours là quand il y a un besoin de leur présence. On peut même regarder dans qu'est-ce qu'elle appelle le Fitna de 98, c'est l'année des Iraniens, où comme vous avez dit, il essayait de faire une révolution couleur en Iran. On peut voir qu'après, il y avait le 9D, c'est un calendrier iranien que c'est populaire de dire la protestation, démonstration de 9D. C'était une contre-manifestation, qu'il y avait beaucoup de gens venus. Et qu'est-ce qui est intéressant à propos du 9D, c'était un mouvement social. C'était pas comme un appel gouvernement ou un appel de système pour les amener dans la rue. C'était par les différents groupes actifs sociaux qui ont appelé les gens. Et il y avait des millions qui ont venu dans la rue à Téhéran pour montrer leur support pour le système islamique. Oui. Qu'est-ce que vous diriez des gens parce qu'on entend souvent des gens dire oui, mais c'est... alors, il y a deux arguments qui sont donnés pour ces contre-manifestations massives, et il y en a eu plusieurs à répétition pendant le cours des dernières années. Le premier argument, c'est que c'est beaucoup plus facile de manifester en soutien du gouvernement. Donc c'est normal qu'il y ait une participation plus nombreuse. Et le deuxième argument, c'est que d'une certaine manière, ils sont payés, donc on leur donne congé, on organise leur transport, on leur donne à manger. Donc c'est presque comme une journée de congé payé s'ils viennent manifester. C'est pour ça que les gens viennent manifester. Oui, donc à propos de ce sujet, il faut savoir que ces genres de choses, même les facilités qui s'est
qui les prépare pour ce genre de manifestation, ça vient pas d'un niveau gouvernemental, ça vient des gens, des donneurs, si on peut bien dire les donneurs qui aident, ou des mosquées, ou des gens qui ont des groupes actifs sociaux qui aident les gens, qui essayent de, par exemple, avoir des nourritures ou des choses comme ça dans ce genre de manifestation. Donc, c'est même dans le sens de confort, de préparer le confort pour cette manifestation, c'est encore un mouvement social. C'est pas un mouvement gouvernemental. Mais même dans les manifestations, par exemple, critiques contre le gouvernement, les manifestations se font, par exemple, comme je vous avais dit, avant de cette comment on peut dire, le riot qu'on a parlé, qui a commencé. Ces émeutes. Ces émeutes, oui. Il y avait 4-5 jours de protestation à cause de les augmentations de prix et l'instabilité de marché et tout ça. Donc il y avait des manifestations et ça c'était bien sécurisé pour que les gens peuvent donner leur opinion. Même le TV le montrait. Oui, et sauf erreur, elles étaient nombreuses. C'était des assez grandes manifestations. C'était plus des gens qui travaillent dans le marché. C'était plus des gens qui travaillent dans le marché. Peut-être il y avait certains pourcentages d'autres populations. Mais c'était plus concentré sur les gens dans le marché et c'était plus concentré à Téhéran. Il y avait aussi un peu de manifestations dans les autres villes. Et c'était des manifestations pacifiques, je pense que c'est important de le dire. Oui. Il n'y a quasiment aucune arrestation, aucune, oui, pas de violence. Pas de violence. Les forces de sécurité n'étaient pas armées. Et tout ça, je pense qu'on a déjà évoqué dans la première partie. Mais... Donc, quand ça vient de la journée que, par exemple, il y avait un appel pour les gens qui montrent leur présence contre cette... comment on appelle? Émeute. Contre cette émeute. Les gens sont venus dans la rue, il y avait un nombre... pas juste à Téhéran, il y avait aussi des autres villes qui sont venues. Ils ont montré leur support. Il faut savoir, comme j'ai dit, plusieurs entre gens de l'Iran, ils sont pour le gouvernement, ils sont prêts de sacrifier leur vie pour cette révolution, mais ils n'ont pas une voix haute. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop présents parce que, par exemple, ils sont en train de travailler ou ils sont occupés avec leur famille, leur travail, leur éducation et tout ça. Mais quand ça vient le temps de leur présent, ils viennent dans les rues, ils sont présents et c'est là que vous voyez qu'il y a un nombreux gens de peuple qui sont pour et ils sont prêts à défendre leur pays, prêts à défendre ce système. Donc, quand il y a un appel ou par exemple l'anniversaire vous voulez parler, l'anniversaire de Révolution, le 22 Bahman, ça aussi c'est par exemple cette année c'était très important, donc c'était une des premières années que il y a un jour, 2 jours avant cette journée que le Shahid Khamenei, le Rahbal, il a donné une annonce, il a mis l'emphasis, on dit l'importance. Insister, il a mis l'importance d'être présent dans cet anniversaire et dans cette manifestation, on peut dire. Ouais. Et vous-même, vous avez participé? Oui, à Rome. Moi, j'ai passé à Rome. C'était la première année à Rome qu'il y avait 2 majeures rues qui étaient choisies, 2 majeures voies qui étaient choisies. Oui, et pour faire cette manifestation. Et les 2 étaient vraiment occupés, les 2 étaient... j'ai entendu des autres amis qui étaient allés par l'autre rue et ils disaient que c'était tellement populaire. Donc cette année, le 22 Bahman, de l'anniversaire, c'était vraiment un sens... On sentait la différence, vraiment comparant les autres années. Il y avait beaucoup de gens
les gens y étaient absolument décisifs pour participer. Il y avait des gens, plusieurs, les Téhraniens, ils ont allé à Téhéran parce que Téhéran c'est comme capitale, c'est important, donc ils essayaient à Téhéran et montrer leur présence dans la capitale. Plusieurs d'entre ma famille et mes amis, ils ont allé à Téhéran. On a vu les images dans les médias sociaux, dans les médias iraniens, d'autres médias aussi, très peu, ou je pense aucun dans les médias occidentaux. Oui, c'est ça. Une des reproches que je fais. Si tu compares avec la perspective européenne ou occidentale, il y a aussi un autre point qui ressort, et je trouve ça intéressant, quand on entend la description d'un Iranien qui l'a vécu en Iran, c'est la conscience politique du peuple iranien en fait. Je compare avec ma propre expérience en Europe, il n'y a pas vraiment cette conscience politique. On le voit quand on interroge des personnes juste avant les présidentielles par exemple, et que tu leur demandes pourquoi vous avez voté pour tel ou tel candidat. Et les réponses, elles sont souvent très superficielles. C'est des réponses du style il est joli, il est beau, il parle bien. Il n'y a pas vraiment une conscience politique profonde. Exactement. Les gens ne se posent pas vraiment des questions sur leur programme, sur où va le pays. C'est plutôt vraiment, il y a quelques personnes dans l'élite qui eux se posent des questions, mais la masse des gens, vraiment très superficielle. Et ça m'amène, je pense qu'il y a une parenthèse intéressante qu'on pourrait faire. Un des sujets qui revient souvent dans les conversations, dans les cercles occidentaux, c'est cette question de la République. On a parlé de la République islamique. Et souvent, quand on parle de ça avec une personne qui a grandi en France, qui a grandi en Suisse, qui a grandi aux États-Unis, ça leur paraît très étrange que quelqu'un ose utiliser le mot République avec le mot islamique ensemble. Ça leur paraît très étrange. Comment ça, République, pourtant, c'est un concept occidental, ça nous appartient. Comment est-ce qu'on peut expliquer très simplement à une personne ce que signifie la République et ce que ça signifie quand on met islamique avec République? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, bien sûr, il y a beaucoup d'explications. Alhamdulillah, notre leader aussi, il y a je veux dire, le Shahid Khamenei, et lui aussi avait un discours spécifique pour ça. Il y a, je pense, l'année passée, c'était pas loin, que la relation de République islamique, c'est une relation, comment on dit, inséparable. Que l'islam, il veut que le Ummah, la nation musulmane, soit présent sur la plateforme de mouvement. Il veut que le Ummah, ils sont toujours dans une phase de faire un mouvement social pour pas juste donner la valeur à qu'est-ce qu'ils ont comme un gouvernement ou le système qu'ils ont dans la main, et aussi c'est une façon de bay'at, ça veut dire c'est une façon de allégeance. Allégeance, exactement, de faire leur allégeance avec la bénédiction qu'Allah les a donnée. Donc, et aussi dans les contenus islamiques, c'est très très insisté, c'est très répété que un mouvement islamique a besoin d'un leader, bien sûr, mais le leader ne peut pas faire le mouvement sans le support du peuple. Ça veut dire la présence du peuple et Ummah pour le supporter, c'est très 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 important. C'est-à-dire que le leader ne peut pas imposer sa volonté au peuple. Exactement, il ne peut pas imposer. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le leader peut prendre des décisions et avancer dans la voie de la justice, d'implémenter les règlements de l'islam, dépendant de la compétence et la compréhension de la peuple qui est en train de lui supporter. Donc, le plus que les compétences, capacité à comprendre et la capacité à implémenter les règles et la justice sociale et tout ça dans le peuple augmente, le plus que le leader peut vraiment guider ce peuple envers le bien-être, envers la lumière, envers la guidance et la vraie islam. Et une des choses, c'est exactement ça qu'on dit. Pourquoi un gouvernement islamique avec Velayat al-Faqih? Parce que
on a besoin de préparer pas juste le peuple iranien, pas juste les chiites, pas juste les musulmans, mais le peuple alentour du monde. On doit augmenter leur capacité à comprendre la justice et le haq et le batil, la vérité et la fausse, et essayer de les ouvrir les yeux. Et c'est comme ça qu'on prépare le terrain pour l'avenir de notre imam. Donc quand il vient, il se rencontre avec un peuple qui ont bien la capacité de supporter un imam masoum pour qu'il puisse vraiment combattre les oppresseurs et avoir un système juste socialement pour tout le monde et le monde entier. Donc c'est pour ça que l'Iran est en train, bien sûr, dans lui-même, il est en train de surpasser les obstacles pour augmenter les capacités à les gens de se tenir, ça veut dire se aider l'un et l'autre, de comprendre comment un citoyen dans un pays islamique doit comporter, comme on dit, aider l'un et l'autre, doit être juste envers les autres citoyens, doit prendre soin de ses voisins, de prendre soin des autres citoyens, doit par exemple critiquer ou s'il veut corriger quelque chose, c'est quoi la vérité, c'est quoi la fausse. Tout ça, c'est des challenges, c'est des défis que les gens de l'Iran sont en train de surpasser à cause que, bien sûr, pendant des années et des années, les contenus islamiques étaient regardés comme des contenus individuels. Pendant des années, les musulmans, et surtout les chiites, étaient dominés par des forces oppressives. Donc, les ulama, les scolaires, les savants, ils étaient tout le temps concentrés à produire des notions et des savoirs islamiques, le côté individuel, côté gouvernement ou social. Donc, c'était très important. Donc, ça, c'est un défi, je veux dire, pour cet peuple ici, maintenant, sous le gouvernement islamique. C'est que, peu à peu, il est en train de produire des notions, il est en train de comprendre le Coran, il est en train de créer cette perspective sociale envers les contenus islamiques, les contenus de révélation, comme narration et versets de Coran. Donc, quand on vient pour la marche de l'anniversaire, le 22 Bahman, l'anniversaire de Révolution, c'est qu'on voit même les jeunes et les gens qui n'ont même pas été nés pendant la Révolution. Mais les autres, ils comprennent parce qu'ils voient que vraiment... Parce qu'il y a une question ici, que certains gens posent, ils disent pourquoi tout le temps vous dites révolution, c'est fini, c'était une fois, et arrêtez de parler de révolution. Quand vous dites révolution, vous créez des problèmes pour vous-même. Surpasser ce sujet, maintenant c'est fini la révolution, c'est un gouvernement islamique, c'est fini. Mais on dit, c'est ça, la vraie intention de cette révolution, c'était pas juste les territoires iraniens ou les frontières d'Iran. C'était vraiment une révolution pour sauver tous les opprimés dans le monde entier. Même maintenant, on peut voir certains Américains qui sont en train d'enregistrer des vidéos sur Instagram que l'Iran, il ne bat pas pour les Iraniens, il est en train de battre pour nous aussi. C'est un des points qui amène le plus de questions quand on parle de la révolution en Occident. C'est qu'en fait, les gens, inconsciemment, ils comparent la révolution en Iran avec leur propre révolution individuelle. Et la différence, c'est que dans les pays, moi par exemple en France, dans lesquels j'ai grandi, la révolution, elle a eu lieu, puis elle se termine, on n'en parle plus. Et ce qui se passe juste après, en général, et c'est le cas pour beaucoup de pays, c'est une élite qui prend le pouvoir et qui commence à amasser plus de richesses, plus de pouvoir pour elle. Mais la révolution se termine. En France, c'était 1789, et puis on n'en parle plus. Et ce qui peut paraître vraiment étrange pour quelqu'un qui n'a pas grandi en Iran, c'est cette idée que la révolution en Iran, elle est continuelle, elle ne s'arrête jamais. Et si je rebondis sur ce que vous disiez avec le leader, ce qui peut paraître vraiment surprenant pour un esprit occidental, c'est cette idée que le leader et le peuple iranien, ils construisent
ils construisent une société, même pas pour eux, mais pour la confier ensuite à un imam. Donc c'est ça qui peut paraître vraiment surprenant pour un œil extérieur de se dire, ok, ils construisent un pays, ils construisent une société, ils construisent une économie, une armée, des écoles, mais c'est même pas vraiment pour eux, même si c'est un bénéfice pour eux, mais ils le construisent avec l'idée de, quand l'imam revient, on lui donne les clés et c'est lui qui prend la suite. Et ça peut paraître, j'imagine, très étrange pour un esprit américain par exemple, où non, le chef du pouvoir, on le voit maintenant, il est dans plein de scandales, on voit qu'il prend cette position juste pour accumuler plus de pouvoir pour lui, plus de richesse. Donc, C'est exactement ça. Donc, c'est le sujet de confiance. Ils ont, dans le temps de l'histoire des chiites, il était éduqué de façon que notre imam est leader, et quand il vient, il va donner tout pour le bien-être des gens, pour guider les gens, pour créer une justice sociale et tout ça. Donc c'est une affaire de confiance qu'ils ont vers leur imam, vers l'imam Zaman, et on l'appelle sauveur de l'humanité. C'est ça. Donc une des descriptions de l'imam, c'est que il n'est pas juste pour les Iraniens, il n'est pas juste pour les chiites, il n'est pas pour les musulmans, il est pour l'humanité en temps général. Ouais. Tous les humains, ils vont se profiter de l'imam. C'est pour ça qu'on appelle le sauveur de l'humanité. Et les savants, ils discutent que quand l'imam va venir, c'est pas qu'il va forcer tout le monde à devenir musulman. Non, non. Les gens, ils vont avoir leur propre choix. Il veut rester chrétien, il veut rester juif, il veut rester dans sa religion, oui, mais il va avoir des règles et règlements de pratiquer la justice sociale. Et donc, peu à peu, à cause de la vérité qui va se montrer, se illuminer, peu à peu, les gens ils vont savoir que l'islam, c'est le meilleur. Ouais. Mais il ne va pas forcer. Vraiment, qu'est-ce qu'il va faire? C'est battre contre les oppresseurs pour sauver les opprimés, même les autres qui ne sont pas musulmans. Donc, c'est exactement ce genre de sensation que les gens autour du monde ils ont à propos de la révolution d'Iran. Ouais. Ils ont cette sensation que l'Iran, ou les révolutions républiques, il n'est pas en train de se battre et de se mettre dans cette situation très inconfortable juste pour lui-même. Non, il est en train de battre pour réveiller les gens. C'est pour ça que notre shahid leader, le shahid Imam Khomeini, il appelait un éveillement islamique. Un avènement? Un éveillement, Ou un éveil? Un éveil islamique. Un éveil islamique qui a pensé il y a 10 ans qu'il s'est commencé. Et il appelle c'est un éveil islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont en train de regarder qu'un pays avec ce genre de caractéristiques qui croit à l'imam du temps, à sauveur de l'humanité, qui croit à Imam Ali et la famille de prophètes, qui les aiment, qui ont certaines caractéristiques, il est en train de se battre, il est en train de se mettre dans une situation très dure et difficile pour se combattre contre le système oppressif que même eux sont en train de vivre dedans. Donc, il est en train de se réveiller. Ça veut dire il voit ça, il voit que oui, plus en plus les gens commencent à penser que oui, il y a un autre choix aussi. Il y a un axe de résistance. Ouais. On peut choisir d'être dans cet axe, dans ce camp, ou non. Donc, il y a un choix. Et c'est exactement ça que le système oppressif satanique il est en train de vraiment mettre la pression sur le système d'axe de résistance. Parce que il voit que les autres pays, les autres gens, ils sont en train de se réveiller, ils sont en train de poser des questions, ils sont en train de se critiquer, critiquer le système et tout ça. Et il veut vraiment pas ça. Il veut parce que ça va le coûter cher. Ouais. Et de plus en plus de gens qui se réveillent, de plus en plus de gens qui vont poser des questions, et de plus en plus leur corruption et leur
d'événements apparaître, vont être illuminés. Vous comprenez? Ouais. Ce qui est aussi important, je pense, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est que depuis le début, la révolution islamique, ils se sont jamais appuyés sur une grande puissance, que ce soit l'Union soviétique ou les États-Unis. Et beaucoup de gens ont cette image que, comme ils étaient opposés aux États-Unis d'une manière très forte, eh ben, ils étaient sûrement soutenus par l'Union soviétique, mais je me souviens, au début de la Révolution, il n'y a pas eu le soutien de l'Union soviétique. Même pendant la guerre Iran-Irak, ils étaient seuls, ils n'arrivaient pas à se fournir d'armes, etc., même d'armes soviétiques. Et puis il y a cette phrase célèbre aussi de l'imam Khomeini où il dit ni de l'Est, je crois, ni de l'Ouest, mais... C'est quoi la phrase exacte? Je me souviens plus. Il y a une phrase célèbre où il dit nous ne sommes ni de l'Ouest ni de l'Est, mais c'est une révolution. C'est la République islamique. C'est ce que vous dites, ça me fait penser à une chose. Ce qu'a accompli l'Iran et qui est extraordinaire, en dehors du fait de montrer aux gens qu'il existe un autre choix, que la soumission, c'est la résistance. Ça, c'est une chose que les gens découvrent maintenant. Ouais. Et il y a une deuxième chose qu'on réalise maintenant. Et en fait, l'Iran, ils ont un peu détruit ce plafond de verre qui existait au-dessus de nous. Et c'est l'idée que si tu résistes, tu vas souffrir. Mais si tu te soumets, tu vas aussi souffrir. Et la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que celui qui résiste, il souffre, mais il avance. Alors que celui qui se soumet, il n'avance pas en fait. Et on le voit maintenant avec l'Iran, qui était peut-être en retard sur beaucoup de domaines il y a 40 ans, et qui aujourd'hui, ils se battent d'égal à égal, si ce n'est même qu'ils sont peut-être même supérieurs dans certains domaines militaires, à ceux qui étaient les superpuissances d'hier. Donc c'est 40 ans de résistance et ils ont avancé. Oui, c'est exactement, c'est 40 ans de résistance avec avancé. Shahid Ayatollah Khamenei disait si on se soumet, on va souffrir plus. C'est pas parce que tu as l'humiliation au même en plus. niveau. Donc il disait résistance, on va souffrir. Ouais. Mais soumission, on va souffrir encore plus. Et tu n'avances pas en plus. Ouais. n'avances pas. Donc une des choses que, par exemple, vous pouvez regarder dans le documentaire que Shahid Arvini, il est vraiment connu en Iran, une des personnes qui faisait dans des documentaires et productions médiatiques dans le temps de guerre de l'Irak, dans le temps de guerre de Saddam Hussein avec l'Iran. Vous pouvez voir, ça s'appelle Revayat Far, narration de victoire. Ça, c'était une des très très populaires documentations qui montrait dans le temps de guerre en Iran. Et même à cause de ces documentaires, il y avait beaucoup de gens qui étaient motivés d'aller dans l'armée, étaient motivés à aller dans la vie. Et quand on regarde ce documentaire, on voit que la doctrine islamique à propos de cette révolution, il est expliqué dans ce documentaire. Par exemple, il amène des versets du Coran et il dit que pourquoi on est en train de battre avec ça. Et une des choses qu'il dit, une des choses qu'il essaie d'insister dans ce documentaire, c'est que les Iraniens, ils ont été choisis par Dieu pour être les premiers qui commencent ce mouvement. Et ça, c'est une grande responsabilité sur notre deux. Et aussi, en même temps, une grande bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de récompenses et tout ça qui parle dans ce documentaire. C'est vraiment ça, les gens révolutionnaires, les axes de résistance, c'est vraiment ça qu'ils voient. Comme Sabarun, que dans le Coran il dit, les gens qui sont en avant, qui sont en train dans cette compétition de la vie, ils se mettent en avant pour faciliter la voie de la vérité pour les autres derrière, pour qu'ils puissent suivre. Donc les Iraniens, les autres, par exemple Hezbollah, les autres personnes qui sont en train de suivre et se considèrent comme l'axe de résistance, ils se voient vraiment dans cette image qui sont des comment on dit, des icebreakers, c'est comme en train briseurs de glace. Briseurs de glace, briseurs à l'avant-garde. Avant-garde, ils sont des avant-garde exactement de ces mouvements pour faciliter le suivre le chemin pour les autres. Donc qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand les Iraniens ils viennent, ils font une marche d'anniversaire de la révolution,
Ils font pas une marche d'anniversaire de révolution de l'Iran, ils font une marche de révolution contre les oppresseurs mondiaux. Donc c'est pour ça que vous voyez même à les États-Unis, dans les centres musulmans, dans les rues, ils font des marches pour 22 Bahman, ou par exemple, moi j'étais à Manchester, il y avait une fête pour ça. Et des autres places, on voit ça autour du monde, que les gens, même nos musulmans, ils viennent, ils donnent des discours dans ce genre de réunions, dans ce genre de fêtes, pour dire que la révolution d'Iran, on le supporte, c'est une bonne révolution, c'est une révolution qui peut être un exemple pour l'humanité, pour se s'élever, et dans confiance à l'humanité pour se développer. Vraiment, même des non-musulmans? Même des non-musulmans, là. Parce que moi, j'ai pas cette expérience. Non, il y en a des non-musulmans. Par exemple, il y avait, ça fait longtemps, je ne me souviens pas les noms, mais il y avait même des docteurs connus, des intellectuels connus qui ont venu donner des paroles dans cette fête. Et je me souviens quand j'étais à Manchester il y a 5-6 ans, à propos de leur support et leur vision positive à propos de ce mouvement, que l'Iran, comment il était un exemple, comment les autres pays qui sont oppressés par des systèmes de dominance peuvent vraiment apprendre et tout ça. Donc, par exemple, regardez comment que Venezuela est devenu Venezuela. Venezuela, il a pris l'exemple de l'Iran. Il était vraiment inspiré par l'Iran, après le mouvement de l'Iran. Mais oui, bien, le Venezuela, il est parti par le mouvement Bolivar. Oui, parti là-bas, il était vraiment un mouvement qui est connu il y a longtemps. Mais après la Révolution, ils ont vraiment été inspirés aussi par le mouvement qui est arrivé en Iran. Il y avait de bonnes relations. Il y en a des pays africains qui ont eu, par exemple, Zakzaki, quand on regarde Zakzaki, les gens... Lui, il était musulman, quand même. Oui, les gens, ils l'adoraient. J'ai entendu qu'à peu près 25 millions de personnes ont devenu musulmans à cause de lui dans Nigeria et tout ça. Mais lui, il était musulman. Non, je veux dire, Zakzaki, il a fait un mouvement dans son pays. Oui. Et le mouvement était inspiré à cause de l'Iran. Les gens, ils venaient, les chrétiens, les sunnites, ils devenaient chiites. Il y avait beaucoup de gens qui ont devenu musulmans à cause de Zakzaki en Afrique et qui étaient inspirés par Khomeini et qui étaient inspirés par la révolution de l'Iran. Et pour reprendre ta question, Maurice, on voit aussi maintenant beaucoup de non-musulmans qui viennent intervenir dans ce genre d'événements. On l'a vu hier pendant la journée internationale d'Al-Quds de Jérusalem. Il y avait des orateurs qui étaient pas forcément musulmans et qui se sentent concernés dans la lutte de la Palestine, de la lutte iranienne. Donc, moi, ça m'étonne plus vraiment. Il y en avait un. Oui. Et ça m'a beaucoup surpris. D'ailleurs, j'ai pris ses contacts. On va essayer aussi de le faire venir. Après, je pense qu'il tient qu'à nous, en fait, et aux différentes communautés qui sont impliquées dans cette résistance-là, d'ouvrir la porte aux autres résistances. Parce que je pense qu'ils existent. Quand tu vas dans le continent latino-américain, ils ont une culture de la résistance. Ils ont lutté pendant des siècles en fait contre cet impérialisme américain. Et là, on est à une époque maintenant où il faut qu'on arrive à faire cette convergence des luttes, que les gens comprennent qu'il n'y a pas plein de luttes, il y a une seule lutte, la lutte du bien contre le mal, comme l'Iran le dit souvent, des gens de la vérité et de la justice contre les arrogants. Donc c'est vraiment, ça ouvre la porte à toute la résistance. Les gens opprimés. Les opprimés contre les arrogants, exactement. Et donc, ouais. Si on reprend la chronologie, on revient au sujet, je pense que c'est une bonne transition. On a parlé des tensions, on a parlé des manifestations pour la révolution islamique. Pendant que ça se passait, ou juste après, il y a eu le début de la montée des tensions militaires. Donc pendant que les gens manifestaient, il y a l'armée américaine notamment qui commence à se préparer, à faire venir des troupes, à faire venir des avions, des porte-avions, et on connaît tout le bazar qu'ils ont fait dans la région. Comment les Iraniens, ils ont vécu cette montée en tension pendant cette période? Comment est-ce qu'ils l'ont vu de l'intérieur? Quand les Américains ont commencé à faire venir leurs bateaux, à préparer les missiles, à faire venir tout leur équipement militaire. D'un côté, il y a les négociations. Oui. Premier à Oman et 2 à Genève, ici présent.
Et en même temps, les informations, en tout cas que nous on recevait en Occident, c'était ils ont envoyé un premier porte-avions, ensuite un deuxième porte-avions, et les ponts aériens des avions militaires pour amener les munitions, etc. Donc cette grande montée de capacité de frappe dans la région pendant les négociations. Donc c'est un peu contradictoire tout ça, qu'on n'attend pas le résultat des négociations, on est déjà en train de faire je sais pas comment dire, le build-up, le military build-up. Dans le côté, bien sûr, dans le côté des gens et l'axe résistance, personnellement, je pense qu'ils savaient que c'est un temps qui veulent gagner par rapport à la négociation pour se renforcer militairement. Donc, le côté des militaires de l'Iran aussi, c'est essayer de se renforcer et essayer de se pousser, de vraiment se préparer pour une guerre. Mais les peuples, on avait des différents points de vue. Il y avait des gens qui pensaient qu'on voyait ça comme un bluff, comme une genre de pression sociale pour qu'ils peuvent gagner dans les négociations. Mais dans l'autre côté, il y avait des gens aussi qui étaient très psychologiquement, étaient vraiment en sous la pression sociale, ils avaient peur, ils disaient que la guerre va commencer, tout ça, qu'est-ce qui va t'arriver. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a à peu près plus que des centaines de canaux médiatiques. Ouais, des canaux médiatiques contre la révolution, contre l'Iran, contre l'Islamique République de l'Iran. En Perse, on a beaucoup de différents canaux, donc ça aussi, ça joue vraiment un important rôle. Si je peux juste faire une parenthèse là-dessus, parce qu'il y a énormément de canaux de médias occidentaux qui transmettent en langue perse. On prend l'exemple de la BBC, qui est en fait financée par les contribuables en Angleterre, mais une partie de leur financement, c'est pour le BBC en perse, qui, elle, émet gratuitement pour les Iraniens et pour faire la propagande occidentale auprès des Iraniens. Il y avait une analyse ou une étude sur le canal BBC persan et comparer avec les autres BBC, même le BBC en Angleterre, BBC en anglais, quand on voyait les nombres de postes en Instagram, on voyait que par exemple, tous les BBC, ils ont à peu près 20-25 par exemple 1000 postes, mais quand on regardait l'Iranien, il y avait plus que 130 000. Ça veut dire ils font tout leur effort plus pour le persan, comparant même le BBC en anglais. Donc vous voyez que c'est sûr qu'il y a une guerre. C'est une guerre médiatique, bien sûr, et de l'Iran international aussi, c'est un canal qui était avant fondé par les Saoudis, mais après que les Iraniens ils ont comment on peut dire les menacés ou les traités que vous ne pouvez pas continuer comme ça, ils ont vendu ça à Israël. Israël a pris directement maintenant la base de cette média, il est en Israël. Ça s'appelle Iran International. Oui, Iran International, ouais, c'est ça. Donc, et ça, cette canal, c'est vraiment violent. Ça veut dire directement, il invite les gens de tuer, de venir dans la rue, de briser des banques et des vitres des marchés et tout ça, et commencer le feu dans la ville. Donc c'est vraiment un canal vraiment bien violent et très très directement il est en train de se mettre contre le système. BBC donc c'est une bataille médiatique et pas avec les mêmes moyens. Oui. Le Press TV, qui est la chaîne iranienne en anglais,
elle a été bannie de tous les canaux satellites, impossible de Même la leur voir sur compte en bancaire était Occident, bloqué ouais, en Angleterre. en Angleterre, exactement. Et même leur domaine presstv.com a été saisi Saisi, par le ouais. gouvernement américain. Donc la seule manière de visionner cette chaîne, et je conseille à mes auditeurs, à nos auditeurs de aussi regarder, continuer à regarder les informations occidentales, il n'y a aucun problème, mais regardez aussi, même si c'est de temps en temps ce que Press TV dit, presstv.ir, c'est le domaine, ils ont aussi un Mais canal maintenant, sur il peut Telegram. probablement avoir l'accès par le Telegram. Telegram aussi, Ouais, tout avec à fait. Ouais. Telegram, c'est plus facile d'avoir accès à ce canal. Et même si vous voulez, vous pouvez avoir accès aux canaux iraniens et Telegram vous offre la translation, traduction de les contenus à les langues que vous voulez. Pour revenir, c'est juste avant de passer à autre chose, sur le build-up militaire, est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé maintenant, est-ce qu'au fond, les Iraniens, est-ce qu'il y a une grosse partie des Iraniens qui continuent à croire en l'idée de négocier? Est-ce qu'il y a encore des Iraniens qui pensent que la solution pour eux, c'est de négocier avec l'Amérique? De plus qu'on a avancé dans cette négociation avec des trahisons qu'on a vues de côté de l'Amérique, par exemple, quand il y avait le JCPOA, la négociation qui était Pour le nucléaire? pour le nucléaire il y a 10 ans qui était signée, et après même pas un an, l'Amérique s'est sortie de ce contrat. Bon, déjà, ils ne l'ont jamais vraiment implémenté. Ouais. Et ensuite, Trump, il a déchiré. Exactement. Ça, c'était comme une des premières Trahison. trahisons que vraiment le peuple il s'est réveillé, que un leader il dit la vérité, on ne peut pas vraiment avoir confiance. Mais encore par les influences médiatiques et aussi influences peut-être des espions dans des gouvernements ou des choses comme ça, ils ont poussé encore pour des négociations encore et encore et encore. Et après cette guerre de 12 jours, il y avait beaucoup de gens qui se réveillaient encore et étaient contre ça. Une des choses que vraiment, je pense que c'était une erreur qu'ils ont faite, c'était dans le temps de choisir après Shahid Raisi, après que Raisi était martyrisé, et on devrait commencer à choisir un nouvel président. Dans les débats d'élection, dans le débat d'élection de président, ils n'ont vraiment pas parlé à propos de Palestine, ils n'ont vraiment pas parlé à propos de ce qui se passe, et ils ont commencé à parler à propos de négociation. Ça veut dire que cette personne, Pezeshkian, cet président, il a gagné l'élection vraiment avec une peu différente, mais il a gagné l'élection avec le sujet de négociation. Et ça, c'était... Il y a des élections en Iran? Il y a des élections libres? Oui, il y a des élections, bien sûr. Alors, c'est une nouvelle en avant-première sur la chaîne YouTube. Bien sûr, il y a des élections, bien sûr. Et aujourd'hui, ça reste encore ce sentiment de il faut qu'on négocie, ou vraiment le peuple a compris que maintenant, c'est pas une solution du tout pour Non, bien sûr, avec la présence peut-être des gens qui encore pensent à cause qu'ils ont peur de la guerre, ils pensent qu'il faut négocier, mais quand on voit la présence de gens dans les rues, et maintenant ça fait plus que 14 jours maintenant qu'ils sont dans les rues, et apparemment il est en train de planifier pour rester pour jusqu'à le 40e jour de martyrdom, de shahada de notre leader. C'est ça, la présence des gens, ils sont très 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 ferme et décidé pour continuer la guerre et vraiment prendre la revanche de sang de Shohada et notre Shahid Imam Khamenei. Et ça, c'est le but maintenant, les conditions de l'Iran, c'est de vider les camps militaires des États-Unis de cette région. Il faut qu'ils partent. Et aussi, Israël, il faut qu'il commence à regarder les territoires palestiniens comme un territoire légitime pour eux. Et aussi une autre condition, c'est de payer leur, comment on dit,
Les réparations. les réparations, les damages, les réparations qui ont fait par ces guerres-là. Et ça, c'est vraiment les conditions vraiment qui sont fermes là-dessus et ils ne veulent pas négocier. De toute façon, c'est ça qu'on entend. Et moi, je pense que même les espionnes qui sont là, ils veulent aider l'Amérique, je pense qu'ils ont peur de parler à propos de négociations. Parce que maintenant, dans ce genre d'atmosphère, quelqu'un qui parle de négociation, tout le monde va le regarder comme mon affaire, comme une hypocrite, comme un espion. Revenons avec l'historique des événements. Donc, c'est une bonne transition avec la mort du leader. Comment est-ce que vous l'avez vécu, le moment de la mort du leader et du martyre du leader? Et aussi, comment est-ce que les Iraniens comprennent cette idée de martyr? Pourquoi est-ce qu'ils parlent de martyr et qu'est-ce que ça signifie pour eux dans leur conscient collectif? Bon, le côté personnel, bien sûr, c'était vraiment douloureux, très très douloureux. Il n'était pas encore annoncé que une des personnes que j'ai connues en Iran, ils m'ont appelé, ils m'ont dit apparemment c'est vrai que leader était shahid. Et c'était vraiment dur, apparemment il était shahid le premier coup de La première frappe de guerre le samedi matin. Et c'était vraiment dur pour nous et j'ai appelé les autres gens pour voir si c'est vrai. Il y a des gens qui ne savaient pas, il y a des gens que... Donc c'était vraiment un moment très douloureux et aussi un moment qu'on pensait que c'est pas vrai. C'est comme si on rêve, on est en train de rêver. On ne croyait pas que c'est vraiment vrai, qu'est-ce qu'on entend. Et oui, et aussi même le matin, à 5 heures du matin, donc on n'a pas dormi cette nuit-là, on était tout le temps en train d'appeler un et l'autre pour voir qu'est-ce que les médias ont dit. Mais quand le 5 heures du matin, même quelques minutes avant de Azan al-Subh, les prières du matin, l'annonce était officiellement annoncée par la télévision de l'Iran, le canal de télévision de l'Iran. Et oui, c'était vraiment dur. Après ça, tu vois que les gens ont sorti dans les rues sans un appel. Les gens ils sont sortis dans les rues, ils commencent à... De manière spontanée. Ouais, de manière spontanée, ils commencent à pleurer, ou on regarde les films, qu'ils ont commencé à faire le marche avec comme un genre de matam et mosiba qu'ils font pour les le deuil. Un deuil, ouais, comme un genre de deuil qu'ils font dans d'autres occasions de shahada de notre imam et tout ça. Donc c'était vraiment et après la guerre était définitivement c'était non négociable. La guerre a définitivement été par les volontés du peuple qui était dans la rue, demandait pour la revanche, il demandait pour la guerre plus sérieuse, décisive et tout ça, que dans un coup, il y avait une annonce de ses parts, il y avait une annonce de militaires, forces militaires, qui disait on demande à les gens d'être patients parce que la guerre est stratégique. Maintenant, on est en train de frapper les radars. On va prendre la revanche, soyez patients, mais au début, on est en train de stratégiquement prendre les radars, frapper par exemple les points stratégiques, et après, on commence à les frapper, Inch'Allah, dans les prochaines journées. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire la demande de frapper et prendre la revanche de le sang de notre île. C'était tellement fort par les peuples que le camp militaire, il était obligé de les demander d'être calme. D'être calme parce que c'est une guerre stratégique. Et c'est ça exactement une des choses à propos des mu'minines, à propos des croyants dans l'axe de résistance. Une des très 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 importantes armes qu'ils ont dans la main, c'est patience. Patience avec le croyance en Dieu, patience avec reliance en Dieu, parce que
quand ils sont dans un moment très très dur, ils ne perdent pas leur contrôle, ils ne perdent pas leur intellect. Même dans cet événement, ils commencent à stratégiser, planifier, aller en accordance avec le plan et la stratégie qu'ils ont dans le main. Donc, vous voyez que maintenant, on est le 14e ou 15e jour aujourd'hui et encore, et la guerre continue, on est en train de les frapper et ils ont une stratégie et un plan dans le main qui est en train de suivre. Et ça, c'est vraiment, alhamdoulilah, ça montre que la puissance, la vraie puissance, est avec les croyants et avec l'axe de résistance et il est avec les opprimés, pas avec les oppresseurs. C'est une dernière question et après on va conclure. La première, c'est plutôt une question en deux parties. Comment est-ce qu'on explique, pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, l'attachement profond qu'on peut avoir pour le leader? La première question. Et ensuite, dans ce contexte de guerre, quels sont les signes qui peuvent faire qu'on garde espoir, même dans un contexte aussi difficile où on a perdu une figure aussi importante? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont grandi avec. Par exemple, nous, on est la génération qui a grandi avec les paroles de leader. À chaque fois qu'il y avait des événements durs, par exemple, psychologiquement effrayant, par exemple, si c'est arrivé, c'était les paroles de leader qui calmaient le peuple, vraiment. Quand il venait, il parlait, le peuple il se calmait, que oui, lui, il a une stratégie, lui, ils savent qu'est-ce qu'il fait, lui, il est en train de prendre soin de tout. Et il parlait d'une manière d'essayer de calmer le peuple. Il était comme un père qui savent tout, il voit tout, et il a le pouvoir de soutenir le peuple. Et donc le peuple était vraiment accroché et était attaché à lui. Et il était pas juste un leader qui nous guidait la voie, mais aussi un père qui essayait de calmer, essayait de nous soutenir, essayait de, comment on dit, dans les moments difficiles, nous guider et nous prendre la main. Qu'est-ce qui aide ce peuple-là à garder espoir malgré qu'ils ont maintenant perdu une telle figure? Oui, vraiment, dans le temps qu'il n'avait pas encore choisi le prochain leader, on se sentait vraiment, le peuple, on voyait qu'il se sentait comme des orphelins. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de père, des gens qui n'ont pas de guide. Mais qu'est-ce qui était là? C'était la rage de revanche qui était vraiment garder le monde sur le pied. C'était un genre de rage, un genre de feu dans leur cœur qu'il faut vraiment prendre la revanche de ce sang, le sang de Shahid. Et aussi, il y avait des gens qui étaient contre lui avant ou ils ne l'aimaient pas. Ils sont venus, même dans le TV, même dans les autres plateformes de médias, ils ont venu, ils ont excusé, ils ont demandé pardon. Qu'il était contre lui et il était vraiment... Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté une révolution dans eux. Donc le sang de Shahid, il a éveillé et réveillé plusieurs gens, pas juste en Iran, alentour du monde. Vous voyez des démonstrations aussi dans d'autres pays contre cette action. Leader, c'était pas juste leader de l'Iran, c'était un leader, une figure symbolique comme un imam de Ummah, comme un leader pour tous les musulmans, pour tous les oppresseurs alentour du monde. Donc après le choix, alhamdulillah, le choix qui est fait, les gens étaient tellement contents qu'ils ont choisi son fils, parce que ça donne aussi un sens de revanche dans cette affaire, que c'est son fils, que son père, il était shahid, il était tué, et lui, il va prendre la revanche. Donc les gens, ils confient que lui, c'est une bonne personne pour exactement faire qu'est-ce que le peuple veut. Vraiment, dans cette situation, c'était un des meilleurs choix que jusqu'à son choisi jusqu'à maintenant. Il y a 2-3 fois, j'ai vu dans les news qu'ils ont essayé de tuer aussi. Ouais. Mais alhamdulillah, il est enceint et il est
Sain et sauf. sain et sauf, c'est ça. C'est un bon endroit où conclure, je pense, ce deuxième épisode. Merci Oui, bien beaucoup, sûr. Saïd, pour votre présence et votre temps. Et Merci. on aura l'occasion d'avoir d'autres conversations sur d'autres sujets très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, alaykoum salam wa rahmatullah. Et de mon côté, je m'excuse juste auprès de ceux qui nous regardent. On a eu quelques problèmes techniques avec la caméra. Donc il y a une de nos caméras qui s'est cassée juste avant qu'on commence le podcast. Et puis le caméra de remplacement a décidé de faire un peu des siennes. Donc on s'excuse pour ça, mais en espérant que vous avez bien apprécié le podcast d'aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup.